Bonjour et bienvenue dans le 13h de RTI 1. À présent, les titres de votre journal. L'ennemi à abattre, le coronavirus, qui semble insaisissable jusque-là, continue de faire des victimes à travers la planète. En Côte d'Ivoire, 27 nouveaux cas ont été enregistrés hier samedi, portant à 245 le nombre de cas confirmés dans le pays. À ce jour, 25 patients sont déclarés guéris et un mort est malheureusement à déplorer. Au nom de la première dame Dominique Ouattara, la ministre Anne-Désirée Ouloto vient de remettre des vivres et des produits d'hygiène aux religieuses de plusieurs congrégations chrétiennes de Côte d'Ivoire. La remise s'est faite au village des Sœurs Notre-Dame de la Paix de Cocody, un don apprécié à suivre dans une dizaine de minutes. En Espagne, le confinement va être prolongé de 15 jours. Le Conseil des ministres de mardi prochain sollicitera l'autorisation de la Chambre des députés de poursuivre l'état d'alerte. L'Espagne reste le deuxième pays le plus endeuillé au monde après l'Italie avec près de 12 000 décès et plus de 125 000 cas confirmés. 1 200 000 cas confirmés aujourd'hui à travers le monde. Le nouveau coronavirus, cette maladie infectieuse continue sa progression. Elle est provoquée par un nouveau virus qui n'avait encore jamais été identifié chez l'être humain. Ce virus provoque une maladie respiratoire avec des symptômes comme la toux, la fièvre et dans les cas les plus sévères, une pneumonie. On peut s'en protéger en se lavant fréquemment les mains et en évitant de se toucher le visage. En Côte d'Ivoire, 245 personnes sont contaminées à ce jour. Beaucoup d'entre elles suivent leur traitement au service des maladies infectieuses et tropicales. Et justement, en quoi consiste ce traitement et comment en guérit-on? Aujourd'hui, nous allons tout savoir. Préparez-vous donc, c'est inédit. C'est presque une incursion dans ce service dont le chef nous a rejoint sur le plateau du 13h. Bonjour, professeur. Bonjour, M. Galli. Professeur Éolier, vous êtes donc le chef du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU. Oui, je suis bien le chef du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Tréjus. Bienvenue sur notre plateau. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, M. Galli. Et c'est parti pour ce journal qui, comme tous les autres depuis des semaines, est entièrement consacré à la lutte contre le coronavirus. La maladie à coronavirus continue de se propager à travers le monde. Le nombre de contaminations évolue chaque jour. Quel est le point de la situation en Côte d'Ivoire? On va écouter le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba. Ce samedi 4 avril 2020, 27 nouveaux cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés sur 140 échantillons prélevés, portant ainsi à 245 le nombre total de cas confirmés et 6 guéris. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 245 cas confirmés, 25 personnes guéries et un décès. La répartition des 27 cas se fait comme suit. 25 cas à Abidjan, avec une majorité à Cocody et à Marcory. 2 nouveaux cas à l'intérieur du pays. La ville d'Abidjan est la plus touchée par l'épidémie à Covid-19, avec plus de 80% des cas confirmés. C'est pourquoi il est important de rappeler qu'il faut respecter les décisions mises en place par le président de la République, surtout celles relatives à l'interdiction de déplacement non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays, mais aussi réduire les déplacements intercommunaux. Il ne faut pas oublier, le virus ne se déplace pas, c'est nous qui le déplaçons. Face à l'évolution croissante de la pandémie, plusieurs actions sont menées de façon régulière par le ministère de la Santé pour prendre en charge de façon efficace les malades. C'est pourquoi le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures barrières. La maladie à Covid-19 est une maladie grave, mortelle et à contamination rapide. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre ou les difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants: le 143, le 101, le 125 et le 119.
Vous l'avez entendu, 27 nouveaux cas de coronavirus ont donc été enregistrés hier, portant à 245 le nombre de cas confirmés en Côte d'Ivoire. Parmi eux, 25 patients sont déclarés guéris et un mort est malheureusement à déplorer. À l'échelle du monde, on note 1 204 000 cas confirmés, 64 849 décès et 247 000 guéris, le tout dans 181 pays au total. Les États-Unis sont en tête de ce triste classement avec 312 000 cas confirmés et 8 503 décès, 15 021 guéris. Ici en Afrique, le Sénégal enregistre 219 malades atteints de Covid-19, 2 personnes en sont mortes et 72 guéris. Au Burkina Faso, 318 cas, 16 morts et le plus grand nombre de guéris, 66 au total. Et on finit au Togo où 41 cas sont confirmés et 3 morts. Union, discipline, travail. Cette devise devrait constituer la feuille de route de chacun d'entre nous. Et pourtant, hier soir, lors du point de presse quotidien depuis la survenue de cette crise sanitaire, il a été notamment question de l'indiscipline de quelques Ivoiriens, des individus qui veulent à tout prix mettre à mal leur santé tout en mettant les autres en danger. Ils tentent d'entrer ou de sortir d'Abidjan par des voies de contournement. Les individus de mauvaise aloi s'adonnent à des pratiques de contournement de nos corridors sécuritaires et sanitaires installés aux sorties d'Abidjan et des grandes régions de l'intérieur du pays. Le ministre de la Sécurité, informé, a instruit le directeur général de la police nationale et toutes les forces opérationnelles pour les mesures à prendre de façon rigoureuse pour mettre fin à ces velléités qui frisent l'incivisme, l'inconscience et l'insouciance. Pour le commissaire Bleu Charlemagne, l'État sera vigilant pour empêcher la propagation de la maladie dans les villes de l'intérieur du pays. Il faudrait qu'on fasse des efforts pour que l'épidémie ne sorte pas de la ville d'Abidjan. D'où le respect vraiment très strict des mesures édictées qui est de ne pas sortir de la ville d'Abidjan. Nous avons noté avec beaucoup de plaisir le fait qu'on ait suspendu toutes les dérogations. Parce qu'à chaque fois qu'on a une dérogation, on a la possibilité de transmettre le virus vers l'intérieur du pays. Or, vous savez, ce virus est très dangereux, cette maladie est mortelle, elle est grave. Il faudrait qu'on fasse en sorte de ne pas dépasser le virus en restant chez nous. Avant lui, le directeur général de la fonction publique a appelé les fonctionnaires et agents de l'État à assurer la bonne continuité du service public. Le personnel de santé est au front, les forces de défense et de sécurité sont également au front. Il appartient aux fonctionnaires, partout où ils sont, d'assurer la continuité du service en venant effectivement au travail et en intégrant les principes qui ont été annoncés. Le directeur général de la santé a pour finir interpellé les supermarchés à un respect plus rigoureux de la distanciation. Il a exhorté les personnes souffrant de maladies chroniques à beaucoup plus de vigilance en cette période de crise sanitaire. Et nous allons retrouver Alexis Ouedraogo cette fois pour nous parler du masque de protection. Son port est désormais obligatoire en Côte d'Ivoire, particulièrement ici à Abidjan. Nous avons tenté d'en savoir un peu plus sur ce matériel de protection et sur sa manipulation efficiente. Alexis Ouedraogo se trouve en ce moment au CHU de Treichville avec Dr Diomandé Sobweti, chef des internes au CHU. Bonjour Alexis, dites-nous comment se porte le masque. Dites-nous tout sur ce masque. Bonjour Hamza Diaby, nous sommes effectivement au CHU de Treichville. On en parle, l'importance du port du masque ces derniers temps à Abidjan. Bien porter le masque répond à des règles. Je suis avec le docteur Diomandé, interne en réanimation et président de l'association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire. Bonjour. Alors vous l'avez dit, porter un masque, c'est pas si simple que ça. Effectivement. Avant de porter le masque, il faut s'assurer que ses mains soient propres. Si les mains ne sont pas propres, il faut les laver. Après avoir lavé les mains avec de l'eau ou du savon liquide, il faut les sécher à l'air ambiant ou il faut les nettoyer avec un papier mouchoir. Ensuite, il faut les désinfecter. Pour les désinfecter, on utilise des gels hydroalcooliques. On utilise 3 ml, c'est-à-dire 1, 2, 3 dans la paume. Il faut les laver en faisant cette rotation. Ensuite, le dos de la main. Ensuite, l'intérieur entre les espaces interdigitaux. Ensuite, il faut laver le pouce.
les doigts, le creux de la main et ensuite les poignets. Après avoir désinfecté les mains, on va utiliser le masque. Nous avons deux types de masques. Nous avons les masques chirurgicaux qui protègent l'individu en face. Celui qui est infecté ou celui qui est susceptible d'infecter autrui doit porter les masques chirurgicaux. Alors, pour prendre le masque, on prend le masque au niveau de la corde. Sur ce masque, nous avons deux faces. Nous avons la face bleue et la face blanche. La face blanche doit nous faire face. Donc, nous avons deux bords. Nous avons un bord supérieur qui est rigide et un bord inférieur qui est souple. Nous plaçons le bord rigide au-dessus, sur le nez. Donc, nous faisons une flexion et nous attrapons les deux cordes. On fixe le bord rigide au-dessus du nez et on le place juste derrière les oreilles. Après, il faut attraper le bord inférieur et le réajuster au niveau du nez et de la bouche. Enlever le masque, on s'abaisse légèrement, une petite flexion antérieure. On cherche derrière l'oreille, on attrape le masque et on enlève comme ça. Après avoir enlevé le masque, il faut couper le fil automatiquement et le jeter à la poubelle afin qu'un autre usager ne puisse plus utiliser. Est-ce que les masques en tissu protègent? Pour l'heure, nous n'avons pas encore de résultats scientifiques sur la protection des masques en tissu contre les virus, notamment dans le cas du Covid-19. Masque, combien de temps on peut le porter? En moyenne, 3 à 4 heures. Après 4 heures, ce n'est plus utilisable. Merci beaucoup. Hamza Diaby, voilà là les quelques conseils que le docteur Diomandé a bien voulu partager avec nous sur le port du masque. Merci. Merci à vous, Alexis Ouedraogo, et à vous aussi, docteur Sobweti. Quel culot, le coronavirus s'en prend même à la religion, à la pratique de nos croyances. Confinement, église vide, c'est un dimanche de Rameau inédit ce 5 avril. Ce jour qui précède le dimanche de Pâques marque l'entrée dans la Semaine Sainte. Il commémore l'entrée triomphale que fit Jésus à Jérusalem 6 jours avant la Pâque juive, soit 4 jours avant son arrestation et le début de la Passion du Christ. D'ordinaire, célébré par les chrétiens du monde entier, le dimanche de Rameau subit cette année la loi du coronavirus, mais heureusement que la RTI fait toujours ce qu'il faut. Vous avez pu suivre la messe en direct tout à l'heure sur nos antennes. Bon dimanche de Rameau, bon début de Semaine Sainte à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. En ce temps de carême en pleine crise sanitaire, la première dame Dominique Ouattara est sensible à l'épreuve que vous traversez, vous les chrétiens. C'est en son nom que la ministre Anne-Désirée Ouloto s'est rendue hier au village des Sœurs Notre-Dame de la Paix de Cocody. Elle y est allée, les bras chargés de vivres et de produits d'hygiène à remettre aux religieuses de plusieurs congrégations du pays. Le témoignage de Walter Amadou Ouattara. Cette année, le carême chrétien se déroule dans une période qui malheureusement coïncide avec l'avènement dans le monde du Covid-19. Même si cette situation a un impact sur l'exécution normale des étapes de ce moment de piété et de dévotion à Dieu, cela n'empêche pas les chrétiens de pratiquer leur foi. Comme ici, au village de Sœurs Notre-Dame de la Paix, situé au quartier Palmeraie dans la commune de Cocody. On prie pour que le Seigneur épargne ceux qui sont encore en bonne santé et sauve les malades, particulièrement ceux souffrant du Covid-19. C'est pour aider les religieux de plusieurs congrégations chrétiennes du pays à passer une bonne fête de Rameau et de Pâques tout en luttant contre la maladie à coronavirus que la première dame Dominique Ouattara leur a fait don de plusieurs tonnes de vivres et de produits d'hygiène. Nous remercions de tout cœur et encourageons Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame et tout le gouvernement pour tout ce qui est fait et pour tout ce qui sera fait pour toutes les couches sociales du pays. Merci pour tout et que Dieu bénisse et protège la Côte d'Ivoire. Ce temps de carême est un temps de partage, est un temps de communion fraternelle, de fraternité, de solidarité. Et c'est dans ce cadre-là que Madame la Première Dame a prévu pour vous, en tant que fille de l'Église, faire acte de partage en vous apportant donc
son petit appui. Au nom de la première dame de Côte d'Ivoire, la ministre Anne Désiré Ouloto a exhorté les bénéficiaires de ces dons à davantage continuer de respecter et de faire appliquer de façon stricte les mesures barrières afin de freiner la propagation de la maladie à coronavirus. Amadou Gon Coulibaly a lui aussi exprimé sa solidarité vis-à-vis des chrétiens catholiques du diocèse de Bondoukou. À travers le préfet de région, le Premier ministre a tenu à leur offrir des vivres et des non-vivres en cette période de carême, période de grande pénitence. On fait le point avec Michel Digré. 2 tonnes de riz, des bidons d'huile, des pâtes alimentaires et bien d'autres vivres pour soutenir la communauté catholique du diocèse de Bondoukou. Cette provision, en tout cas, va permettre au diocèse de tenir un temps soit peu. Et c'est ça qui a animé, en tout cas, le Premier ministre, son Excellence, Gon Coulibaly. Un geste de solidarité qui vient à point nommé au moment où les fidèles catholiques abordent la dernière ligne droite avant la fin du carême. Nous sommes dans la joie, car nous savons que ensemble, nous partageons les mêmes sentiments, nous avons les mêmes préoccupations. Par ce temps de crise grave, il nous faut travailler en resserrant nos coudes. Il nous faut travailler en étant solidaires. Le Premier ministre vient de le faire et nous sommes particulièrement heureux. Actualité oblige, le préfet a invité le clergé catholique à sensibiliser davantage les fidèles chrétiens quant au respect des mesures de prévention édictées par le Conseil national de sécurité pour faire barrière à la pandémie du coronavirus. Et le Premier ministre enchaîne les dons. Tout le monde, sans distinction, en bénéficie. De Bondoukou, je vous emmène dans la région du Sud Comoé, où Amadou Gon Coulibaly a également fait un important don du matériel de protection contre la maladie à coronavirus. Francis Boifo en était témoin, son compte rendu. Le chef de délégation, Kobena Kwasi Adjumani et ses collègues ministres se plient aux exigences des agents de l'Institut national d'hygiène publique avant de saluer à distance les autorités traditionnelles. C'est une invite au respect des mesures sanitaires pour lutter contre la maladie à coronavirus. Face à la propagation du virus, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait parler son cœur à travers la Côte d'Ivoire. Samedi, il a offert des vivres et non-vivres aux populations de la région du Sud Comoé. Nous avons 600 grands lave-mains, 1400 moyens. Il y a aussi 1200 seaux, poubelles, 200 cartons de savon, 145 cartons de gel, 50 cartons de javel. Mais tout cela accompagné de la somme de 5 millions de francs. Ce n'est pas pour aujourd'hui seulement que nous devons le remercier, mais nous devons nous souvenir de ce qu'il fait depuis un bon moment pour tout le Sud Comoé. Jusqu'en 2002, Abosso n'avait pas eu plus de 200 millions d'investissements de l'État. Et à une seule pot de première pierre, c'est 30 milliards de francs CFA qui sont investis ici. Gloire à Dieu. Et merci au président Alassane Ouattara. Du matériel pour prévenir le Covid-19. Les populations du Sud Comoé saluent ce geste de portée sociale du chef du gouvernement. On voit que cette pandémie est une réalité. Donc c'est le lieu pour moi, au nom de tous les rois du Sud Comoé, de tous les chefs du Sud Comoé, dire merci au Premier ministre. Nous ne sommes pas ingrats dans le Sud Comoé. Tous les bons gestes, nous les portons en prière. Et c'est ce qui me pousse à dire merci aux donateurs. Cadres et élus du Sud Comoé sont également reconnaissants aux actions du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et nous voulons rassurer le Premier ministre que nous sommes heureux de ce qu'il a fait pour nous. Nous allons en faire bon usage et l'assurer que nous, population du Sud Comoé, nous serons là pour accompagner le gouvernement dans le cadre de cette lutte. Une grande satisfaction pour nous les élus. Ça nous soulage dans la mesure où nous avons de quoi satisfaire nos populations, nos parents qui sont en attente justement de tout cela. Je voudrais donc exprimer notre gratitude donc au Premier ministre et inviter les femmes du Sud Comoé à s'engager dans cette lutte pour bouter le virus de la Côte d'Ivoire. Lors de cette cérémonie à Abosso, le représentant du chef du gouvernement a invité les populations à faire de la lutte contre la maladie à coronavirus une priorité.
voici une maladie qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut même plus se toucher. On ne peut plus se serrer les mains. On ne peut même pas aller à l'église. On ne peut pas aller dans les mosquées. Nous avons besoin de nous unir pour combattre cette pandémie. Et les moyens dont nous disposons, ce sont les consignes édictées par le gouvernement que nous devons de suivre. Se laver régulièrement les mains avec du savon, respecter la distance d'1 mètre entre les personnes et éteigner dans le creux du coude ou dans un mouchoir jetable, des gestes simples qui sauvent la vie. La guerre contre le coronavirus est l'affaire de tous et l'ASACI n'entend pas rester en marge. L'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire et un établissement financier de la place ont mis leurs efforts en commun et ont offert à l'État une enveloppe de 115 millions de francs CFA, un don salutaire réceptionné hier par le ministre de l'Économie et des Finances. Jean-Jacques Kwame-Ala était sur place pour RTI. 100 millions de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire et 15 millions d'un établissement financier, soit 115 millions de francs CFA. C'est le montant du chèque offert à l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour ces deux structures de manifester leur soutien au gouvernement dans la lutte contre la maladie à coronavirus. En tant qu'assureur, notre rôle, c'est un peu d'organiser la solidarité entre les composants de la population. Donc, en pareille circonstance, nous anticipons un peu sur cette forme de solidarité en venant en aide au gouvernement de Côte d'Ivoire. Dans le cadre d'un soutien à toutes les personnes touchées par ce mal-là, que nous avons décidé de pouvoir répondre à l'appel de la solidarité nationale lancé par le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Économie et des Finances a félicité les donateurs pour ce geste. Merci aux donateurs pour cet acte citoyen qu'ils ont posé. Et tous les autres qui sont soucieux, désireux de contribuer à la lutte contre le Covid au niveau de la Côte d'Ivoire peuvent nous contacter ou contacter le ministère de la Santé. Il a terminé en invitant la population au respect des mesures barrières pour faire reculer la pandémie. La presse au secours de l'hôpital. Les journalistes de Côte d'Ivoire portent assistance aux médecins qui sont en première ligne dans cette lutte contre la pandémie à Covid-19. Les hommes et femmes des médias ont rangé leurs plumes et leurs micros le temps d'une mobilisation exceptionnelle. Et résultat, 4 millions de francs CFA ont été réunis, puis remis comme effort de guerre à l'ordre des médecins. Clément Bocco, témoignage. Les journalistes de Côte d'Ivoire mobilisent des fonds pour soutenir l'action des médecins dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Un élan de solidarité qui vient appuyer les efforts du gouvernement pour éradiquer dans le pays la pandémie du Covid-19. L'appel a été lancé à partir d'une plateforme en ligne où plus de 200 journalistes ont apporté leur contribution. Nous avons mobilisé 4 millions. C'est un premier geste que nous avons donné aux médecins parce que nous pensons qu'ils sont en contact direct avec les malades et à travers toucher tout le personnel de santé. Et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous avons en ligne mis les policiers, les gendarmes et éventuellement les militaires. Il était important pour les journalistes de Côte d'Ivoire d'apporter leur solidarité à un corps de métier qu'est le personnel soignant qui est en première ligne, qui est le plus exposé. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de médecins qui sont tombés, beaucoup d'infirmiers qui sont tombés et continuent de tomber chaque jour dans ce combat-là. Donc, suite à cet appel citoyen, il était important que nous venions soutenir l'ordre des médecins avec ce don. En première ligne, ce sont les médecins qu'on voit. En première ligne, ce sont les policiers et les forces de l'ordre qu'on voit sur le terrain. Et nous pensons au niveau en tant que journalistes, en tant qu'hommes des médias, de vraiment accompagner ces personnes qui sont avec nous en première ligne et surtout d'éradiquer cette maladie au niveau de l'Afrique. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire toute leur gratitude aux donateurs et réitérer leur engagement à combattre la maladie. Un don très important qui va servir à véhiculer les informations vis-à-vis des populations à l'intérieur du pays, mais aussi acquérir du matériel pour nos amis médecins qui sont au front, qui sont en contact avec les malades potentiels,
afin qu'on n'assiste pas à une hécatombe au niveau du corps médical. La plateforme des journalistes de Côte d'Ivoire, en plus de la sensibilisation sur les mesures barrières prises par le gouvernement pour éviter la propagation de la maladie, entend poursuivre cette action avec de nombreux autres dons. Voici une des rares activités qui résistent à la crise du coronavirus, c'est le grand ménage. Cette opération du gouvernement qui consiste à rendre nos villes et communes propres, nettoyer nos rues, curer nos caniveaux pour la bonne santé des populations. La 38e édition s'est tenue hier à Cocody, en Grès-Château, dans l'esprit de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Vous allez le voir, la ministre Anne-Désirée Oloto en a profité pour encore faire de la sensibilisation. Walter Amadou Ouattara. Une édition du Grand Ménage assez spéciale. Cette 38e édition est impactée par la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus Covid-19. Réalité du terrain qui oblige le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité à réadapter ses missions. Le Grand Ménage, c'est aussi lutter contre le Covid-19. Et nous sommes venus ce matin procéder à la remise officielle de sacs poubelles aux ONG qui ont pour mission de sensibiliser les ménages à l'utilisation de ces sacs poubelles-là. Ainsi, ce sont plus de 121 000 paquets de 100 sacs poubelles mis gratuitement à la disposition des ONG partenaires qui doivent les distribuer aux populations pour un meilleur conditionnement des déchets, surtout les déchets issus des objets utilisés pour se protéger contre le Covid-19, particulièrement les mouchoirs jetables, cache-nez, gants, pots de gel hydroalcoolique. Un nouveau type de déchets s'est invité dans les ménages et seront assimilés aux déchets ménagers, alors que ces déchets sont en principe de la catégorie des déchets médicaux. Nous sommes venus pour dire aux ménages qu'il faut immédiatement les mettre dans des sacs poubelles. L'action du gouvernement est saluée par les habitants de la cité groupement 4000C située à Angré-Château dans la commune de Cocody. La question de la maladie du Covid-19, c'est vraiment la question de l'hygiène. Donc, en améliorant notre hygiène, on fait tout pour éviter cette maladie dans nos maisons, dans nos cités. Rappelons que l'opération Grand Ménage se tient tous les premiers samedis du mois sous la houlette du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Ce coronavirus ne va tout de même pas nous empêcher de manger. À côté de la sensibilisation au respect des mesures de prévention, nos marchés doivent continuer d'être approvisionnés. Pour ce faire, les coopératives vivrières ont décidé de travailler en synergie. Mais comment le réussissent-elles? Où s'approvisionnent les femmes? Élément de réponse dans ce reportage signé Serge Coléa. Nous sommes à Songon, 30 km à l'ouest de Yopougon, dans le district d'Abidjan. Sur cette plantation d'un demi-hectare d'aubergines, des travailleurs s'activent. Dieudonné, le responsable des lieux, donne de la voix. Les gens nous attendent, vous n'avez qu'à faire rapidement, on va sortir. Sinon, l'air est en train de passer. Depuis le début de la crise sanitaire, les demandes en vivres se font plus pressantes. Les coopératives affluent essentiellement d'Abidjan pour s'approvisionner. Tous les jours, il y a la récolte ici. L'aubergine, c'est chaque semaine. C'est ce gommo, c'est chaque 3 jours. Tomates, c'est chaque semaine. Donc, tous les jours, ici, il y a de production. Il y a des marchandises qui vont bien. Aujourd'hui, Dieudonné reçoit la visite de la présidente du groupement des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. Il doit lui livrer une centaine de sacs. Responsable du marché Gouraud de vivrier de Belleville à Trècheville, Thérèse Zamblelou ne veut pas manquer de produits. Le coronavirus ne doit pas freiner l'activité vivrière à Abidjan. Faut pas manger, il va marquer à Côte d'Ivoire. Faut pas, il va marquer au marché. Toujours, on va prendre au champ, on va envoyer au marché. À Songon, plusieurs productrices sont là et veillent au chargement de leurs marchandises avant de pouvoir se rendre sur leurs différents sites à Abidjan. Les femmes du vivrier comptent jouer pleinement leur partition pour accompagner les actions du gouvernement. En plus de ravitailler les marchés, elles sont également au cœur de la sensibilisation, faire barrage au Covid-19.
Je vous le disais en titre, en Espagne, le confinement porte ses fruits, alors il va être prolongé de 15 jours. L'annonce en a été faite hier par le Premier ministre. Le Conseil des ministres de mardi prochain sollicitera l'autorisation de la Chambre des députés de poursuivre pour la deuxième fois l'état d'alerte. En attendant que cette prolongation du « rester absolument chez vous » permette de contenir le pire, l'Espagne reste le deuxième pays le plus endeuillé au monde après l'Italie avec près de 12 000 décès et plus de 125 000 cas confirmés. Comme chaque dimanche, le journal, c'est 30 minutes, suivi de votre magazine préféré. Notre invité, je vous l'ai dit, c'est professeur Paul-Serge Ollier, le chef de service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Professeur, ici le protocole, c'est qu'on suive d'abord cette vidéo. Au service des maladies infectieuses et tropicales, le SMIT du CHU de Treichville, des patients en attente d'une consultation. Des cas suspects de maladies à coronavirus pour avoir été entre autres en contact avec les personnes confirmées ou revenues des pays affectés. Pour être fixés sur leur état de santé, seul un test de dépistage du coronavirus est nécessaire. Les médecins procèdent à l'écouvillonnage pour un prélèvement nasopharyngé. L'écouvillon sera introduit dans cette glacière contenant des accumulateurs qui permettent de maintenir la température normale, voire contenir le virus lors du convoyage par l'INHP vers l'Institut Pasteur, habilité à diagnostiquer les cas de Covid-19. Au cœur du SMIT, nous avons voulu accéder aux cas confirmés de Covid-19 en cours de traitement médical. Ils se trouvent derrière cette porte dont nous n'aurons pas accès, tout comme leurs familles respectives. Aucune visite, ils sont isolés, seulement en contact avec le personnel soignant. C'est un cas simple, il sera juste en observation avec un traitement antigrippal. C'est essentiellement du paracétamol, beaucoup de vitamine C et puis surtout du repos. Voilà. Et après, en fonction donc de la sévérité du cas, si le malade a des difficultés respiratoires, on pourrait lui apporter de l'oxygène. Et s'il a une surinfection donc, des poumons, en ce moment on mettra les antibiotiques ou autres anti-infectieux. Ce sont une soixantaine de médecins et infirmiers au sein du SMIT qui se relaient pour le traitement médical des cas confirmés en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, professeur, est-ce que le SMIT est le seul service qui accueille les malades atteints de Covid-19 ? On a cité aussi le Vitib à Bassam. Qu'est-ce qu'il en est? Au niveau de la riposte nationale, on a multiplié les services. Le SMIT a toujours été le service de référence de la prise en charge de ces maladies épidémiques, pas pour nos compétences en termes de traitement, mais pour pouvoir assurer la sécurité des soignants et des patients. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de multiplier les centres. Le Vitib servira et sert à la prise en charge des cas simples, pas du tout compliqués. Il y aura 5 centres à Abidjan, et un peu plus après, qui nous permettront d'avoir 500 lits disponibles sur Abidjan. L'offre de lits que nous avons sur le SMIT aujourd'hui, à peu près de 60 lits, on devrait être à 100 lits d'ici 10 jours. Et pour le moment, aucune clinique privée n'est concernée par ces prises en charge? Si, il y a des cliniques privées qui sont concernées, mais qui travaillent avec le SMIT. La prise en charge se fait en collaboration avec notre service, et l'INHP aussi, et ainsi que l'Institut Pasteur. Il n'y a aucune clinique qui travaille en dehors des recommandations nationales et du processus mis en place par le ministère de la Santé. D'accord, professeur. Dites-nous, c'est quoi le protocole de prise en charge Covid-19? Si je vous le dis au plan médical tel que vous l'entendez, on ne va pas se comprendre, personne ne va me comprendre en réalité. On ne sera pas beaucoup à vous comprendre. Voilà. Le protocole de prise en charge d'abord sera au-delà de cette histoire de traitement et de thérapeutique. Il faut d'abord tester et isoler. Je pense que tout à l'heure, mon collègue a dit qu'on isole des patients. On les isole. Ils peuvent avoir simplement du paracétamol parce que le cas n'est pas sévère. Et lorsque le cas est un peu plus sévère, avec quelques difficultés respiratoires, voire plus, on change de protocole. Donc les directives que nous avons éditées au niveau national se font en fonction des stades cliniques de la maladie. Mais ce sont des protocoles pour la partie thérapeutique qui sont encore des traitements empiriques, on pourra en discuter tout à l'heure, parce que non validés par des arguments scientifiques solides. Mais dans cette situation actuelle, on propose le meilleur aux différents patients, en fonction des stades. Et en Côte d'Ivoire, y a-t-il eu des cas graves au point d'en arriver à l'intubation? On a eu des cas graves et on a pu les sauver. Qui sont guéris? Qui sont parmi les 25 guéris? Qu'on a pu sauver. La guérison, c'est différent. Il nous faut 2 tests espacés de 48 heures pour affirmer une guérison. Donc on a tendance à penser qu'il n'y a pas assez de guéris. Mais bien sûr, quand vous avez 1 ou 20 cas par jour
et que vous avez un guéri tous les 14 jours, il y aura toujours cette différence. Donc, il y a des patients qui sont stables, mais on ne peut pas encore affirmer la guérison. Et hier, il y a le DGS, le directeur général de la santé, qui a parlé de pandémie qui serait généralisée à Abidjan. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette phrase? C'est tout simple. Il y a 2 semaines, ou bien la semaine passée, on était sur 2 épicentres, Marcory et Cocody. Les différents résultats que nous avons eus, lorsqu'on regarde au niveau du Grand Abidjan, on voit que pratiquement tous les quartiers d'Abidjan sont aujourd'hui touchés. Donc on sort de cette notion de Marcory, de Cocody, avec des connotations qui ne sont pas toujours réelles, et on se retrouve dans tout Abidjan. Après, ce n'est pas autant de cas que sur Marcory et Cocody, mais comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, cela ne saurait tarder, puisqu'on commence à avoir une transmission communautaire. Et la solution qu'il a préconisée, c'est le masque pour tout le monde. C'est une solution qui vient en complément de ce qui a été proposé auparavant. C'est une mesure additionnelle aux mesures déjà prises. Les 2 mesures phares. Il faut d'abord respecter la distanciation sociale. C'est ce qui est le plus important. Quand je tourne dans Abidjan aujourd'hui, ou bien quand vous-même vous tournez dans Abidjan, vous voyez qu'on ne respecte pas la distanciation sociale. Il y a trop de monde dans Abidjan. Et on a l'impression que la population n'a pas pris conscience de ce phénomène. Et l'autoconfinement même n'est pas à l'ordre du jour pratiquement. L'autoconfinement, c'est quotidien. Je vais dire, beaucoup d'Abidjanais ne suivent pas l'autoconfinement. Non, vous voulez parler plutôt du confinement total comme on voit dans les pays. Autoconfinement, se confiner soi-même quand tu n'as rien à faire dehors. Oui, mais en fait, nous, on ne peut pas parler d'autoconfinement à des personnes qui n'ont pas de maladie. On parle d'autoconfinement au cas contact et d'autoconfinement au cas confirmé. Parce que vous avez dit, ils sont tous aux maladies infectieuses. Non, ils sont tous suivis par le service des maladies infectieuses. C'est différent. Maintenant, après la distanciation sociale, qui est une des mesures phares, qui va permettre de diminuer les contacts entre les gens. Ce n'est pas le confinement total, il faut prendre conscience de nos réalités. Bien sûr. On sait comment on entre dans le confinement, on ne sait pas toujours comment on en sort. Donc faites-nous confiance, faites confiance à ce qui est recommandé en Côte d'Ivoire. On va faire un confinement pour une distanciation sociale. La deuxième mesure phare, c'est tester. Tester. Isoler les cas. Isoler les contacts des cas et traiter les cas. Si on le fait, et les suivre, surtout les contacts. Aujourd'hui, à l'INGS, qu'on a repris plus tôt, on a un suivi des contacts qui se fait même en santé numérique. On peut savoir où ils sont. Dès qu'un contact bouge, on sait où il est parti. Et on le ramène. Et après, en stratégie combinée, va venir le port du masque obligatoire. Mais ce qui est le plus important pour les masques, privilégions d'abord les soignants. Ce sont eux qu'il faut protéger en premier. S'il n'y a pas assez de masques, donnez-les aux soignants, aux forces de défense et de sécurité, aux agents des pompes funèbres, à tous ceux qui sont en contact direct avec les patients et qui ne peuvent éviter cette distanciation sociale de mètres. Pour finir, si vous portez un masque, que vous êtes à 20 cm, qu'il n'y a pas de distanciation sociale, c'est une illusion de protection. Alors, je ne vais pas contredire le directeur général de la santé, mais je dis que c'est une stratégie additionnelle. Additionnelle. Et quelle est la tranche d'âge de nos malades ici en Côte d'Ivoire? C'est une tranche d'âge jeune. Si on va faire les analyses des 245 premiers cas, on va les faire pour avoir un meilleur descriptif. Mais globalement, c'est une tranche d'âge jeune. Et comme toujours, vous allez avoir des extrêmes. Ne soyez pas surpris si on parle d'enfants. C'est des contaminations de famille. Et il y aura des sujets adultes, des sujets âgés, plus de 65 ans. Professeur, il y a une audio qui a circulé pendant un moment, une femme qui aurait pris de la Nivaquine, qui aurait été contaminée, qui a pris de la Nivaquine, baissé la fièvre, qui serait de retour de France, de Megève en France, avec certains de leurs amis. Vous en savez quelque chose? Oui, je l'ai entendu, mais comme ce n'était pas un journal, une radio scientifique, je n'ai pas écouté longtemps. En fait, si vous voulez, c'est l'hydroxychloroquine plus de l'azithromycine. Dans les recommandations nationales, l'hydroxychloroquine en fait partie. Donc toutes les molécules que vous voyez, il y a un grand essai en France qui s'appelle Discovery, qui évalue les 4 molécules que nous avons recommandées au niveau national. Il s'agit donc de prendre en compte les données scientifiques. Si Discovery s'arrête en France dans 2 semaines, qui disent voilà le schéma recommandé, nous on aura ces molécules pour faire ce schéma recommandé. Le plateau est attendu pour quand en Côte d'Ivoire? Le plateau, le pic. Le pic. Alors ça, c'est un beau mot des épidémiologistes. Et à chaque fois, quand vous suivez, il diffère le pic, il diffère le pic. On ne va pas s'engager dans parler
date de pic. Ce qu'on veut éviter, nous, avec les stratégies que l'on va mettre en place, c'est qu'il n'y ait pas de pic. Nous, ici, on est prêts en termes de respirateurs? Oui, nous sommes prêts. D'accord. Et les Ivoiriens disent qu'ils ne voient pas les malades et qu'ailleurs, les malades sont présentés chaque fois. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? On parle toujours tous les jours de nouveaux cas additionnels, mais on ne voit jamais les malades, ni même les guéris. Les guéris, d'abord, les malades ne sont pas faits pour être vus. Je ne sais pas pourquoi c'est pour le Covid qu'on nous dit qu'on ne voit pas des malades. Parce que beaucoup pensent que la maladie n'existe pas. Malheureusement, beaucoup continuent de penser que ça n'existe pas et que ce n'est même pas encore entré en Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est assez habituel. Il y a quelques années, à l'époque de l'infection à VIH, on avait dit qu'il n'y a pas d'infection à VIH en Côte d'Ivoire. Vous savez, en Europe, on me dit que les malades sont vus. Non, les malades viennent se faire voir. Ce sont eux qui viennent à la caméra. Ce sont eux qui se font des vidéos et qui les postent. Ici, nos malades ne veulent pas le faire pour une raison qui est toute simple. Une maladie qui est assez simple dans 80-85% des cas. On a transformé nos patients atteints de Covid en coupables plutôt qu'en victimes. On les a stigmatisés. On en a fait une maladie honteuse. C'est assez grave. Donc il faut corriger d'abord dans l'esprit des Ivoiriens et quand ça va toucher tout le monde, si ça augmente, il n'y aura plus de honte. Donc la maladie est là et les Ivoiriens, peut-être, il y en a qui m'ont dit, il n'y a pas de mort, vous cachez. Non, il y aura des morts. C'est normal hein, dans une maladie qui peut évoluer dans 5% des cas dans des formes critiques, même avec des respirateurs. Il faudra s'y attendre. Mais la maladie est là, elle est bien prise en charge, bien diagnostiquée, bien suivie. Et à partir de quand on admet un patient chez vous aux maladies infectieuses et tropicales? Il y a 2 cas de figure. Quand c'est des cas sévères avec difficultés respiratoires ou complications, il y a 3 cas. Ceux qui ont des comorbidités, des facteurs de risque, je prends un patient, par exemple un patient qui est diabétique ou qui a un cancer, qui a une maladie à coronavirus, nous on va l'hospitaliser. Et le 3e cas, en fonction avec le VITIP, celui en qui on n'a pas d'assurance de l'autoconfinement dont vous parlez. Lui, on va l'admettre dans un service de prise en charge pour l'isoler. Après analyse, comment vous faites savoir à un patient qu'il est infecté? Alors pour cette maladie, je pense que c'est l'approche diagnostique la plus facile à faire. À la différence des autres maladies, on va chercher à demander aux patients de se faire dépister. Les patients viennent vers nous pour se faire dépister. Donc ça, vous voyez, c'est un avantage. Et ils sont dans l'attente de leurs résultats parce qu'ils sentent des symptômes. Ils savent qu'ils ont été exposés et ils viennent vers nous pour se faire dépister. On a même un afflux de patients pour ces... Et comment vous le leur dites? Monsieur, d'accord, vos analyses, voilà, les résultats sont là, vous êtes infecté, vous avez le Covid. Est-ce qu'il y a un certain protocole là encore, un certain protocole langagier? Non, en médecine, il faut éviter le langage camouflé pour dire de la vérité. D'accord. Il a un Covid, on lui dit qu'il a un Covid positif et on le rassure plutôt. Et on est à 25 guéris à ce moment ici en Côte d'Ivoire. À quel moment vous déclarez quelqu'un guéri, un patient? Alors, il y a une guérison qui peut être clinique, il va bien, il va mieux, sauf qu'il peut être encore contagieux. On estime qu'ils sont contagieux 15 jours après le début des symptômes. Mais avec les stratégies thérapeutiques que l'on met en place, on peut raccourcir les délais de portage du virus et c'est après 2 tests négatifs, 2 charges virales négatives que l'on fait à Pasteur, que l'on les déclare guéris, espacés de 48 heures. Raison pour laquelle vous voyez qu'on n'a pas autant de guéris que ça, mais au plan clinique, symptomatique, il y a un grand nombre qui sont déjà guéris. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui tranquille ou alors il a un comportement tout autre à adopter? Non, il rentre chez lui tranquille parce qu'il n'est plus contagieux. Mais je ne sais pas s'il rentre tranquille quand on l'a stigmatisé. Et ça, c'est le soutien psychosocial qu'il faut fournir aux patients quand ils rentrent chez eux. La Côte d'Ivoire enregistre malheureusement un décès. Qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé de tests post-mortem. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un cas trop sévère ou alors qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Ce malheureux cas, ce décès, et je dis qu'on en aura d'autres. Hein. Il faut quand même qu'on soit clair là-dessus, on en aura d'autres qui ne sont pas liés à l'âge, qui sont liés à des comorbidités, ça peut être de l'obésité, on a d'autres maladies, le diabète, la tuberculose. C'est une patiente diabétique qui a été infectée par le coronavirus, donc ça veut dire qu'elle était fragile et qui est arrivée dans les services médicaux d'un CHU d'Abidjan. Et ils ont tout fait pour la prendre en charge, malheureusement, ils n'ont pas pu la sauver. Où en est la recherche sur ce virus à ce stade, professeur? La recherche sur ce virus se fait
on va dire à 3 niveaux, peut-être plus. Il y a une recherche opérationnelle, on regarde ce qu'on est en train de vivre. Nous, si on fait du tester, on va faire la recherche. La biologie est en train de développer de la recherche pour voir peut-être quels sont les nouveaux tests, quels sont les nouveaux outils diagnostiques qu'on va utiliser. Et la recherche clinique et les essais thérapeutiques sont en cours. Nous-mêmes, on va peut-être proposer un essai thérapeutique national, ivoirien, adapté à notre contexte, pas un projet clé en main qui viendrait de l'extérieur. Donc la recherche se fait au nord, se fait aussi au sud, et avec les molécules dont on dispose. Et à ce stade, il n'y a pas encore de traitement à mais la chloroquine est fortement évoquée. La Côte d'Ivoire a validé son utilisation dans certains cas, la chloroquine, l'hydroxychloroquine. Vous y avez déjà eu recours? Non, pas encore. Je vais vous expliquer quelque chose tout simple pour qu'on se comprenne bien. Les maladies virales en général, la grippe, même certaines, les hépatites, l'hépatite B, peuvent guérir spontanément tant que notre immunité permet de contrôler la maladie. Raison pour laquelle on dit que les sujets jeunes vont faire moins de formes sévères, sauf si ils ont des comorbidités. Ensuite, ces maladies virales, si on ne contrôle pas, il faudra mettre un traitement. Mais en termes de maladies virales, le traitement n'est efficace sur le virus que quand c'est donné dès le début. Au stade avancé, il faut une combinaison de traitements et la force de l'hydroxychloroquine, si elle est, c'est qu'au stade avancé, c'est son côté anti-inflammatoire qui joue sur l'immunité. Ce n'est pas le côté antiviral. Donc il y a beaucoup de confusion. Et les essais que l'on va faire, c'est plutôt des stratégies de traitement. On teste, on isole, on traite précocement. C'est ce qu'on va faire. Mais au jour d'aujourd'hui, on est dans de l'empirisme. On ne prendra pas de risque à proposer un traitement à quelqu'un qui est bien portant et qui, sans traitement, va guérir. On entend parler d'essais cliniques dans des pays à côté des pays de la sous-région. Qu'en est-il en Côte d'Ivoire? C'est ce que je vous ai dit. On ne va pas faire des essais avec des molécules que nous, on ne connaît pas. En termes d'essais cliniques, on a un objectif, c'est de protéger la santé du patient. Bien sûr. Donc, vous parlez peut-être d'une molécule, on peut le dire, c'est l'apivirine. Tout à fait, bon. qui est déjà évoquée ailleurs, au Bénin par exemple. Non, même au Bénin, je pense pas. Au Burkina, ils sont en train de faire un essai. Avec Valentin Agon, oui. Voilà. Ils sont en train de faire un essai, mais ce que je pense que le Covid nous a appris tous, est en train de nous apprendre, c'est l'humilité. Il ne faut pas dire, il ne faut pas rejeter du revers de la main, comme j'entends certains dire, non, il n'y a aucune molécule qui marche, ce qu'on fait au Burkina, ce n'est pas bon, l'apivirine, non. Si jamais mes collègues du Burkina nous montrent que l'apivirine a un intérêt sur des données scientifiques reconnues, on évoquera l'apivirine. Donc, il ne faut pas fermer la porte. Et justement, est-ce qu'il y a même des échanges d'expériences avec ces pays voisins-là? Est-ce que vous parlez entre vous? Quotidiennement. Il y a des collaborations? Oui, quotidiennement. On est dans un réseau international. Je préside moi-même la Société africaine des pathologies infectieuses. Donc, on est dans cette collaboration internationale et aussi avec la collaboration avec les pays européens et la France en particulier. Il est de plus en plus question de tester un vaccin en Afrique. Le vaccin BCG, par exemple, vous en avez entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler. Qu'est-ce que vous en dites? Ça fait débat ailleurs. Non, ce vaccin, je comprends très bien. D'abord, la Côte d'Ivoire n'a jamais été partie prenante de cet essai vaccinal. Nous, en tant que chercheurs, on n'a pas été concernés. Ce vaccin BCG, qui est destiné aux soignants, d'abord, pour protéger les soignants, est validé pour la France. Ils ont déposé le projet de recherche et ils vont le faire pour les soignants français. Donc, ce n'est pas une notion de dire que c'était que pour l'Afrique. Ici, en Côte d'Ivoire, avec le comité d'éthique, avec le ministère de la Santé, on ne permettra jamais qu'un vaccin ou bien qu'un test, comme on l'a dit, se fasse sur les patients. Ça c'est terminé, ça ne se fera pas. Soyez rassurés. D'accord. Aujourd'hui, on a constaté d'autres foyers à l'intérieur du pays. Est-ce que cela ne vient pas compliquer votre tâche, la lutte contre la pandémie en Côte d'Ivoire? Le confinement dont on parle, le confinement d'Abidjan, ce n'est pas un confinement pour dire qu'on va éviter que l'épidémie aille ailleurs. C'est freiner les délais de propagation. Si on arrive à étaler cette propagation sur 1 mois, 2 mois, qu'on bloque Abidjan, les cas importés sont des cas importés d'Abidjan en réalité. Ce ne sont pas des cas, entre guillemets, autochtones de ces villes. Bien sûr, c'est donc peut-être une conséquence du report de la fermeture des portes d'Abidjan, non?
là, je vous laisse responsable de votre question. Je ne pense pas, parce que dans certains des cas qu'on a eus, je pense San Pedro par exemple, Zouan-Ounien, c'était avant la fermeture d'Abidjan. Je crois que c'est un mauvais lien qu'on est en train de faire. D'accord. D'aucuns parlent d'un certain groupe sanguin qui résisterait beaucoup plus à la pandémie, à la maladie de coronavirus. Oui, on en parle. Il faudrait voir aussi sur le groupe O, je pense qu'on en parle. Il faudrait voir aussi quels sont les porteurs du groupe O, mais ce ne sont pas les majoritaires dans notre contexte. Mais il est connu que ce groupe est en général résistant à certaines maladies, raison pour laquelle dans la collaboration de recherche, il faudrait qu'on travaille avec les hématologues aussi, qui sont les meilleurs lorsqu'on parle de groupes sanguins en termes de recherche. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, comment on pourrait en venir à bout à cette épidémie, professeur Eolier? Si j'avais un mot réel, ce serait du civisme sanitaire. Nous, les médecins, nous, les soignants, on sait ce qu'on doit faire. Les gouvernants proposent des choses. Mais je sors d'Abidjan, je vous l'ai dit. On a l'impression que personne ne croit en cette maladie, qui est là, qui tue déjà un et qui va en tuer d'autres. Nul n'est à l'abri. Le message qui est clair, c'est que chacun d'entre nous a risque pour l'autre et chacun d'entre nous doit être protecteur de l'autre. Avant de venir sur ce plateau, je lui ai demandé quelle est la distance entre le journaliste et moi. Je regarde, il y a 1 mètre. Un peu plus même. Il y a même un peu plus. Oui, j'ai fait attention à aller un peu plus en arrière. Donc ça veut dire que nous, on a respecté les consignes du gouvernement. Bien sûr. Mais on ne peut pas continuer à se mettre une pression sociale aussi énorme et ne pas respecter cela. Donc la distanciation sociale, c'est la clé dans tous les pays. Associé à ce que je disais, tester, isoler les cas, isoler les contacts. Si on le fait, on va pouvoir contrôler la maladie. Il s'agit d'arriver à supprimer la transmission dans la communauté. Ailleurs, on se bat pour tester la population à grande échelle. Est-ce que c'est à l'ordre du jour ici? Ce n'est pas le même test. Le test à grande échelle, ce sont ceux qui sont en confinement pour voir si en sortie de confinement, ces personnes qui avaient été isolées sont protégées, si dans des anticorps. Ce sont des tests sérologiques. Nous, ce qu'on propose, c'est des tests de diagnostic pour pouvoir rapidement isoler les cas et les contacts. Merci. Merci, professeur. Professeur Paul-Serge Eolier, chef du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Vous êtes venu nous parler de votre service, de la vie dans ce service, le traitement que vous administrez aux malades au service des maladies infectieuses et tropicales donc du CHU de Treichville. Mille merci de nous avoir accordé du temps. On vous sait beaucoup occupé. Merci beaucoup, monsieur. Merci encore. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. La règle d'or, vous la connaissez. Il n'a jamais été aussi simple de se protéger d'une maladie pour votre santé. Si vous n'avez rien d'essentiel à faire dehors, restez chez vous.